Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous présente dans cette vidéo la première séance porte sur les cristaux métalliques. Alors, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de solides, ordonnés, bien sûr, c'est la définition de ce qu'est un cristal, dont les motifs sont des atomes métalliques liés par des liaisons métalliques. Donc, cela va nous donner des cristaux métalliques. Où se trouvent les atomes métalliques dans le tableau périodique? Ils occupent pratiquement plus de 90% du tableau périodique. Ils sont ici donnés en bleu. Donc principalement, vous avez le premier groupe des alcalins, ils sont des métaux. Le deuxième des alcalino-terreux, ou le bloc, bien sûr, des métaux de transition. Tout à fait à droite du tableau, ce que vous voyez en vert, ce sont les éléments non métalliques. Ils feront l'objet de notre cours sur les cristaux covalents. Ici en rouge, c'est une espèce de frontière entre éléments qu'on appelle métalloïdes, qui ont de temps en temps des comportements de métaux et pour d'autres caractéristiques, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les métaux. Donc ce qui va nous intéresser, c'est principalement tout ce que vous voyez ici en bleu. Qu'est-ce qu'une liaison métallique? On en avait déjà parlé. En fait, l'une des caractéristiques des métaux, c'est que les électrons de valence sont délocalisés, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à laisser libres leurs électrons. Et donc, ces atomes métalliques se présentent principalement sous forme de cations qui baignent dans un nuage électronique ou dans un bain électronique, les électrons étant délocalisés. Le tout, je vous rappelle que pour un cristal, le tout doit être neutre. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous amuser à construire nous-mêmes un édifice cristallin métallique. On va considérer que l'atome donc métallique est une sphère dure. Et comment nous allons représenter cette liaison forte? Eh bien, c'est en mettant les sphères les unes collées aux autres, plus précisément tangentes aux autres. Donc, si vous avez des boules sphériques et qu'on vous demande de faire un édifice tridimensionnel de telle façon à ce que vous gagniez le maximum de place. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va commencer par faire une première couche A, c'est-à-dire un premier plan, rez-de-chaussée, d'accord, de boules, selon cette première couche. Donc on peut tout à fait les organiser comme suit. Ça, c'est une première ligne, elles sont bien tangentes. Si je fais une deuxième ligne, donc je suis toujours au rez-de-chaussée, sur le premier plan, eh bien, pour gagner le plus de place possible, je peux mettre ma deuxième ligne de cette manière-là. Ou bien, il est tout à fait possible d'organiser les deux premières lignes sur la première couche de cette manière-là. Ils sont ici aussi tout à fait tangents. Mais vous conviendrez tout à fait que dans ce premier cas, le vide laissé par les sphères, même si vous les accolez au maximum, vous remarquerez qu'il y a des vides, ici de forme triangulaire. Vous avez en fait deux types de vides. Vous avez un vide de type triangulaire pointé vers le haut et un vide de type triangulaire aussi, mais pointé vers le bas. Alors que de ce côté-ci, vous avez des vides losanges qui, si vous vous amusez à les compter, vous allez trouver qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ces vides-là. Donc, il est évident que cet agencement sur un premier plan de sphère rigide est beaucoup plus compact que celui-là. Intéressons-nous à cet agencement le plus compact et qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons monter d'un étage, donc ce qu'on va appeler une couche B. Alors, on peut faire cette couche B? Bien sûr, pour gagner le maximum de place et donc pour rester toujours dans la compacité, on va positionner nos sphères au-dessus de ces vides. Nous en avons deux, un type pointé vers le haut et un autre type pointé vers le bas. Alors si
nous choisissons de positionner les sphères de la couche B sur ces vides pointés vers le haut, il est évident que nous ne pourrons pas en positionner une autre sur les vides pointés vers le bas parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc, on continue de la même manière et vous allez ici une couche B que vous voyez positionnée sur les vides pointés vers le haut de la couche. Bien entendu, on peut tout à fait choisir l'autre vide, c'est-à-dire se pointer vers le bas. Donc ça nous fait ceci. Mais je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi pour dire que c'est exactement la même chose. Ici, si je décale avec une petite translation, eh ben, vous aurez exactement la même couche. D'accord ? Donc si on choisit un type de vide ou l'autre, ça revient exactement au même pour la couche B. Poursuivons notre construction et on va monter encore d'un étage, c'est-à-dire une couche C. Ah, là, les choses vont être différentes. On a deux possibilités. Pour la couche B, qui est aussi constituée de vides pointés vers le bas et de vides pointés vers le haut, supposons qu'on choisisse de positionner nos sphères de la couche C sur les vides pointés vers le haut de la couche B, que vous voyez là en rose. Donc, je mets ma petite sphère, et là, je vois que les sphères de la couche C ne sont pas du tout positionnés comme ceux de la couche B comme A. Je veux dire par là que le centre des sphères de la couche C, si vous mettez un axe qui passe par ce centre, il ne passe pas par le centre des sphères des couches B et il ne passe pas par les centres des sphères de la couche A. C'est-à-dire que nous avons ici trois couches tout à fait différentes. Par contre, si je choisis de positionner mes boules de la couche C sur les vides pointés vers le bas, comme ceci, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le vide pointé vers le bas de la couche B, n'est-ce pas ? Donc, il se passe que cette nouvelle couche C est superposée à la couche A. Donc, ici, il y a une différence pour la troisième couche. Que vous positionnez vos boules de la couche C au-dessus des vides pointés vers le haut de la couche B ou pointés vers le bas de la couche B, ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, vous avez une troisième couche tout à fait différente de A et B. Dans le deuxième cas, vous avez une couche exactement comme la couche A. Mais les deux agencements, nos deux constructions tridimensionnelles ont exactement la même compacité, c'est-à-dire nous avons gagné le maximum de place de ceci, que ce soit pour ce cas-là ou pour l'autre. Mais vous conviendrez tout à fait que la forme de notre construction géométrique ne va pas être la même. Alors, quelle est la forme de la maille cristalline, c'est-à-dire la plus petite entité tridimensionnelle répétitive obtenue à partir de l'empilement ABC, et quelle est aussi la maille cristalline obtenue à partir de l'empilement ABA, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, ici, vous avez un empilement dit ABC, ici un empilement ABA. Commençons par l'empilement ABC. Alors, je vous le rappelle, nous avons une première couche A, une deuxième couche B et une troisième couche C. Aucune des trois couches n'est superposée l'une à l'autre. Si je change un petit peu la perspective de notre regard, c'est-à-dire que je vais regarder maintenant selon un axe, je vais mettre mes couches les unes sur au-dessus des autres devant nous là. Donc vous avez ici une des sphères de la couche A, au-dessus vous avez les sphères de la couche B, donc le centre de cette sphère ne passe pas du tout par aucune du centre des sphères de la couche B. Vous avez la couche C, de même, si je suis le centre, normalement ça ne passe par aucun centre de la couche C, puis je reviens à A. Donc voici, je n'ai qu'un seul représentant ici de la couche A. Vous en avez 6 de la couche B, 6 de la couche... Bien entendu, vous l'aurez compris, il y a les autres ici, sphères.
Bien. Alors, parce que je vous rappelle que je suis à la recherche de la plus petite maille cristalline répétitive. Et il se trouve que vous l'avez devant vous, mais elle est difficile à visualiser. Alors, si je relis un petit peu, bien sûr, ces sphères pour voir ce que ça nous donne comme forme, voilà ce que nous trouvons. Et je pense que vous devinez ici un cube. Et si un petit peu je fais juste une toute petite rotation pour mieux regarder. Voici notre cube. Et vous avez devant vous une maille cubique, A égale à B égale à C. Les angles sont de 90 degrés à face centrée. Vous avez ici, toutes les faces sont centrées. C'est ce qu'on appelle une maille cubique, face centrée, la maille compacte, cubique face centrée ou CFC. Ici, vous avez l'axe d'empilement qui passe d'un sommet à un autre. Donc, les boules blanches forment le sommet. C'est l'axe A3. Et bien entendu, vous le voyez ici, l'axe A3 d'empilement. Et vous avez devant vous les plans d'empilement. Ce sont les plans 1, 1, 1 d'empilement. On l'a vu en classe cette semaine. On pourra aussi le revoir en TD. Alors, cette fameuse maille cubique face centrée, nous allons maintenant faire sa carte d'identité, c'est-à-dire montrer sa photo, comment elle est faite, cette maille-là, et donner ses propriétés, sa longueur, ses largeurs, sa masse volumique, etc. Alors, comment est-ce qu'on construit une maille CFC à partir du premier motif? Je vous rappelle qu'un cristal est constitué de motifs répétitifs. Il se répète comment? Eh bien par translation. Comment est-ce que, à partir de ce premier motif à l'origine, je peux retrouver tous les autres motifs par translation? Si vous faites une translation de A, eh bien vous avez un autre sommet. Vous faites une translation de B à partir de ce M0, vous avez encore un autre sommet. Si je fais une translation de C, j'ai un autre sommet. Donc déjà, ces trois translations nous permettent d'avoir quelques motifs. Même si vous partez de M0', vous faites une translation de B, vous avez un motif ici, de C, vous avez un motif là, de A, vous avez un motif de la maille qui est devant. C'est pas tout. Ce n'est pas suffisant comme translation puisque on n'a pas encore les motifs du centre des faces. Pour avoir les motifs du centre des faces, il faut faire une translation de 1 demi A plus 1 demi B. 1 demi A, 1 demi C vous donne le centre de cette face-ci. Bien sûr, 1 demi B plus 1 demi C vous donne l'autre centre. Et vous pouvez retrouver tous les autres motifs à partir des 6 translations que nous avons en face de nous, les autres. Voilà. Si je prends celui-là, par exemple, je peux tout à fait partir de ce M0' et je fais un demi C, un demi B, j'ai mon motif. De même, un demi B, un demi A, j'ai ce motif. Ou bien A, ou bien B. Donc les 6 translations vous permettent de construire toute la maille. Bien. Maintenant que nous avons dans notre carte d'identité la photo de notre maille CFC, nous allons donner quelques-unes de ses caractéristiques et entre autres, nous cherchons à connaître le paramètre de maille A qui est égal à B qui est égal à C en fonction de l'atome, que ce soit un atome de fer, de cuivre, d'aluminium, de sodium. Donc, ça serait intéressant d'avoir une idée sur le paramètre de maille en fonction du rayon de l'atome. Si on considère le plan AB d'une face, de n'importe quelle face, eh bien nous avons une tangence des atomes selon la diagonale d'une face. Donc, quand vous regardez une face, les atomes ne sont pas tangents selon AB,
ils sont tangents selon la diagonale d'une face. Donc vous avez, bien sûr, si vous utilisez Pythagore, eh ben vous aurez a au carré plus a au carré égale à 4r au carré. Et cela vous donne a égale à 2 racine de 2 r. Voilà. Donc plus le rayon atomique est grand, plus le paramètre de maille est bien entendu élevé. Bien, que pouvons-nous calculer d'autre? On peut calculer, par exemple, la multiplicité. C'est-à-dire, vous avez devant vous les 8 atomes des sommets, ils sont comptés pour un huitième, comme pour tous les sommets, plus les 6 atomes des faces, qui sont comptés pour un demi, comme toutes les faces. Ça nous donne 4 atomes par maille. La maille que vous voyez là ne possède que 4 atomes, entre guillemets, en propre. On peut donner les coordonnées de ces 4 atomes. Comment est-ce qu'on fait pour ne donner que 4 coordonnées, alors que là, vous voyez plus d'une dizaine d'atomes? Eh bien, vous revenez à vos calculs. Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les 8 atomes du sommet qui ne se comptaient que pour 1. Donc, quel est le représentant des sommets? Eh bien, vous prenez toujours le plus proche de l'origine. Dans notre cas, c'est bien entendu l'atome qui se trouve au nœud 0, 0, 0. Ensuite, vous avez 3 atomes représentant des faces. 3 sur les 6. Quelles faces nous allons choisir? Les plus proches de l'origine. Donc, vous avez la face 1 demi, 1 demi, 0. La face 0, 1 demi, 1 demi, que vous voyez là. Et puis, cette face-ci, donc 1 demi, 0, 1 demi. Voici les 4 coordonnées des atomes de la maille. Très bien. C'est une maille F, n'est-ce pas? Comme c'est une maille F, c'est-à-dire qu'elle possède 4 motifs. Donc, ces 4 atomes sont les 4 motifs de la maille. Chaque motif n'est constitué que d'un seul atome. Cette notion et cette différence entre atome et motif, nous allons y revenir, elle est très importante. Parce que ce que vous comptez ici, ce sont les atomes. Vous comptez ce que vous voyez ici. Le passage entre atome par maille et motif, il nous est donné par quoi? Par le mode du réseau. Si le mode est P, vous n'aurez qu'un seul motif par maille, quel que soit le nombre d'atomes que vous avez compté. Si le mode est I, vous n'avez que 2 motifs par maille, et si le mode est F, vous en avez 4. Alors, on reviendra sur ce passage qui semble ici tout à fait évident puisque 4 atomes, vous vous retrouvez avec 4 motifs. Avançons dans nos calculs sur la maille. Bien sûr, la compacité est intéressante. Donc, si je considère une sphère de rayon R, nous avons 4 sphères sur A au cube, donc le paramètre de la maille. Comme on a une relation entre A et R que vous avez là, bien entendu, on va simplifier par les R au cube et nous allons retrouver une compacité qui ne dépend pas du tout de l'élément en question. Ça peut être du fer, du cuivre, de l'aluminium. Tant que c'est une maille cubique face centrée compacte, vous aurez une compacité de 74%, c'est-à-dire en d'autres termes, plus du quart de cette maille est vide, malgré tous nos efforts pour construire une construction ou bien un cristal le plus compact possible. Bien, la coordinance, je pense que vous êtes tout à fait d'accord que si vous prenez sur une couche, par exemple B, hein, la couche du milieu, hein, par exemple, je prends un atome, il est entouré de 6 sur la même couche. C'est valable que ce soit pour les atomes de la couche A, de la couche C ou B. Hein. Tous les atomes sur une même couche sont entourés de 6, mais on a 3 atomes en dessous, par exemple de la couche A, et 3 atomes au-dessus de la couche C.
quel que soit l'atome que vous voyez ici devant vous, il est entouré de 6 atomes sur une même couche, 3 au-dessus, 3 au-dessous. Ça nous fait une coordinance de 12. Une coordinance assez importante. Bien, passons maintenant à l'autre empilement. A, B, A. Je vous rappelle qu'on a ici une première couche B. Nous avons choisi de positionner au niveau des vides, par exemple, comme vous voyez ici, pointé vers le haut, une couche A, et en dessous, vous avez une couche C qui est la même que la couche A. D'accord? Alors, regardons de même, autrement, avec un autre point de vue, cet empilement. Vous avez la première couche A, au-dessus la couche B, et puis encore une fois la couche. Si nous n'avons pas besoin de réorienter notre maille, nous pouvons constater que nous sommes face à une maille hexagonale. Et ce que vous voyez ici, donc c'est 3 mailles en fait. Hein. Là, si je prends 4 sommets en dessous, voici les 8 sommets, et au milieu, vous avez, pas tout à fait au milieu, on va voir comment on peut tracer ce type de maille, eh bien un motif au milieu. Voici donc notre maille. Vous avez les 4 sommets, les 8, et puis un petit peu sur les côtés, puisque là, ces 3-là font un vide pointé vers le haut, ceux-là font un vide pointé vers le bas, et moi je choisis un seul des vides pour pouvoir mettre mon atome, hein, puisque l'autre ne peut pas être occupé. Il n'y a pas cette place. D'accord? Alors, vous êtes face à une maille hexagonale compacte. Alors, comment ça hexagonale? Comment est-ce qu'on trace ce type de maille avec beaucoup de clarté, s'il vous plaît, quand vous tracez ce type de maille? Vous devez montrer que vous avez ici 120 degrés, donc il faut l'écrire parce que quand on trace en perspective, c'est pas toujours évident. On pourrait prendre cet angle pour du 90 degrés. Hein. Vous marquez vos 120 degrés. Vous voyez que A égale à B différent de C. Vous marquez là le plan ici du milieu que vous divisez en deux. Voici le vide pointé ici. Hein, vous avez le vide pointé vers le haut, le vide pointé vers le bas, et on ne choisit qu'un seul des vides et vous positionnez votre atome. De ce côté-ci ou de ce côté-ci, ça revient exactement au même. Alors, ça c'est la photo d'identité de notre maille. Nous allons faire comme tout à l'heure nos petits calculs. Déjà, quelle est la relation entre A qui est égal à B et le rayon? Alors sur le plan AB, cette fois-ci, nous avons la compacité de vos, ou la tangence hein, de vos atomes. Donc, vous voyez bien que la tangence se fait sur une arête AB. A égale à B égale à 2R dans le cas d'une maille HC. Il nous reste maintenant à déterminer C, et là c'est une autre petite histoire, hein, donc il va falloir un petit peu faire des petits calculs, faire appel à Pythagore pour retrouver C en fonction de 2R. Alors je vais me repérer en mettant quelques lettres à mes atomes, donc P, M, N, H. Nous sommes d'accord que ces trois-là sont tangents, les voilà d'ailleurs devant vous, P, M, N. Et en dessous, ça c'est un creux, en dessous vous avez l'atome A. Donc ils sont tangents, hein, ces quatre-là sont tout à fait tangents. Et c'est quoi? J'ai ici le barycentre de ce triangle équilatéral, puisque PM, MN et PN sont égales à 2R, donc c'est un triangle équilatéral, et G en est le barycentre. Bien, donc je vais essayer de retrouver ici mon triangle rectangle pour utiliser Pythagore. Donc PGH est un triangle rectangle, 90 degrés étant égal à là. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? PH au carré égale à GP carré égale à GH carré.
Ça y est, vous avez fait tout le boulot. Donc, il n'y a plus qu'à regarder ce que c'est que pH, par exemple. Vous êtes d'accord que pH égale à 2R? Puisque H se trouve dans le creux. H, il est au-dessus ou en dessous de ces trois atomes-là. Donc, c'est égal à 2R. GH, nous sommes tout à fait d'accord que GH égale à C sur 2. Et GP, eh bien, GP, c'est le rayon du triangle équilatéral. Et notre géométrie nous dit que, eh bien, PG, le rayon, c'est racine de 3 sur 3 fois un côté du triangle, qui n'est rien d'autre que A. Donc, vous remplacez tout ceci dans cette formule. Vous savez que A égale à B égale à 2R, n'est-ce pas? Et vous aurez C en fonction de A ou de R. Donc, vous vous retrouvez avec C égale à la racine de 8 sur 3A, A étant égal à 2R, c'est 1,63A, ou bien 1,63 fois 2 fois A, R, pardon. Bien, donc on se retrouve avec A égale à B égale à 2R et C égale à 1,63A. Nous continuons avec la multiplicité. On compte nos atomes. Il y en a 8 fois 1 de 8e pour les sommets. Et vous avez l'atome qui appartient en totalité à votre maille. 2 atomes par maille. On peut donner leurs coordonnées. Donc, le sommet, comme d'habitude, il est représenté par un seul atome de l'origine, 0, 0, 0. Et quant à celui à l'intérieur, il est comment? Eh bien, il est en 1/3 de tiers. Donc ici, vous voyez, vous prenez votre B, vous le divisez en 3. Donc vous voyez qu'il est ici en 2/3 B. Et A, vous le divisez en 3 et vous voyez que votre atome, il est en 1/3 A. Alors, 1/3 de tiers, ou bien s'il était là, vous marquez 2/3, 1/3, c'est la même chose. Ce n'est pas faux. Vous pouvez même inverser A et B. Donc, avec cette position-là, vous aurez 2/3, 1/3. Donc, soit c'est 1/3, 2/3, et bien sûr, selon c'est 1/2, ou bien 2/3, 1/3, 1/2, ou les deux. Les deux écritures sont justes, bien entendu. Alors, il y a combien de motifs dans cette maille? Ah, méfions-nous. Les mailles, la maille dans le système hexagonal ne possède qu'un seul mode, qui est le mode P. Pour le système hexagonal, nous n'avons que le mode P, c'est-à-dire que cette maille est primitive, donc qu'elle ne possède qu'un seul motif par maille. Mais comme nous avons 2 atomes par maille, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les 2 atomes représentent un motif. Je peux retrouver les autres motifs par translation. Pour les mailles P, qu'elles soient hexagonales ou bien cubiques d'ailleurs, pour les mailles P, qu'est-ce qu'on fait comme translation? Eh bien, on fait des translations de A. Regardez, j'ai pris mon motif, les 2 atomes jaunes, et j'ai fait une translation de A. Voici les 2 motifs. Celui-là, il est devant, hein, dans la maille qui est devant nous. On peut faire une translation de B. Je choisis une autre couleur. Voici la translation B. C'est tout le motif qu'on translate. Celui-là appartient à une autre maille. Et la translation de C, voilà, donc ce motif, on le translate de C. Celui-là, bien entendu, appartient à la maille du dessus. Tous les autres, vous pouvez retrouver tous les autres par l'une ou l'autre de ces translations. Par exemple, si je prends ce motif, je peux faire une translation de B, donc je vais retrouver celui-là avec l'atome qui est là, de A, n'est-ce pas? Celui-là de B, etc. Je peux tout retrouver grâce uniquement à ces 3 translations. Nous n'avons que ces 3 translations pour le mode P, tous les modes. Bien. Donc, nous nous retrouvons avec un seul motif par maille pour décrire cette maille hexagonale compacte. On peut calculer la compacité aussi. Donc, attention, on a
un rayon de sphère. Donc, on ne va pas travailler sur le motif contient 2 atomes. Donc, la multiplicité ici, c'est le nombre d'atomes et non pas le nombre de motifs parce que vous avez besoin de calculer des rayons de sphère. Donc, nous avons un motif par maille, mais 2 sphères, 2 atomes par maille. Donc, ça va être 2 fois le volume de la sphère sur, bon, ça c'est un calcul mathématique des volumes, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Vous connaissez très bien le produit vectoriel. Ce que pour vous donner, c'est du sinus ici. Hein. Donc c'est AB sinus l'angle AB qui est de 120 degrés. Et puis entre le vecteur ici, qui est perpendiculaire à ces deux-là, et C, vous avez un cosinus et c'est un angle de 0. Donc pour faire vite, c'est pas c'est facile à calculer, vous revenez à vos expressions mathématiques et vous allez trouver que j'ai 2 atomes fois le rayon sur A2, puisque A égale à B égale à 2R d'ailleurs, hein, et C sinus gamma, C aussi on peut le remplacer par R. Donc les rayons vont partir, vous faites vos petits calculs, et je pense qu'il n'y a aucune surprise à trouver que la compacité est exactement celle du modèle compact, bien sûr, cubique, puisque nous avons fait exactement la même compacité. D'accord? Bien, je termine par la coordinance. C'est la même chose. Vous avez, chaque sphère est entourée sur un même plan de 6 sphères. Sur le plan du dessus, 3 sphères. Sur le plan du dessous, 3 sphères. Vous avez donc une coordinance de 12. Bien, j'en ai fini pour cette première partie de cours. À bientôt.